BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Christelle Bory, c'est la patronne d'Eramet. Bonsoir Christelle Bory. Bonsoir. Merci d'être avec nous, beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes au cœur de toutes ces questions de cette géopolitique des terres rares, des matériaux critiques, puisque on va rappeler Eramet, vous êtes premier producteur mondial de manganèse à haute teneur, 4e producteur de zircon, la plus grande mine de nickel au monde. Maintenant, premier producteur européen de lithium. Vous avez la plus grande mine, justement, de lithium, de manganèse, qui se trouve en Indonésie. Le manganèse, c'est au Gabon et c'est le nickel qui est en Indonésie. Le nickel, voilà, je savais, c'était le nickel. Mais comme vous êtes sur tous ces matériaux critiques, c'est sûr qu'on en oublie toujours un. C'est très intéressant. Vous allez nous expliquer un peu, on a l'impression que presque la géopolitique classique, en fait, elle se fait en fonction, justement, de qui a ou possède ou a trouvé ou exploite justement ces différentes mines. Mais d'abord une question qui vous concerne vous directement, parce que là vous êtes actuellement présidente directrice générale d'Eramet, ça fait 2 mandats de 4 ans, dans 8 ans. Et le 26 mai, donc dans quelques jours, il y aura une évolution de la gouvernance à l'occasion de votre assemblée générale. Vous avez décidé, parce que je crois que c'est un choix que vous avez vous pris, c'est un choix personnel, de scinder les 2 fonctions. Il y aura une présidente, vous, et un directeur général que vous êtes allé trouver au Brésil, je crois. Italo, c'est très, les Italiens sont très à la mode en ce moment, brésilien. Pourquoi ce choix? Pour dire qu'on avait une femme présidente, directrice générale. Eh bien, parce que j'avais fait effectivement 2 mandats à la tête d'Eramet, une transformation réussie, pensée, réussie, achevée maintenant. Et puis, j'ai 61 ans, j'ai un mari qui est un peu plus âgé que moi. On s'était promis qu'on passerait un peu plus de temps ensemble et que donc je ne ferais que 2 mandats, ce que j'ai fait. Et je suis contente d'avoir pu, pendant ces 2 mandats, achever la transformation du groupe que j'avais démarré en 2017. Oui, transformation, on le verra vraiment presque complète. Mais c'est un choix. Il n'y a qu'une femme pour dire quelque chose pareil. J'ai jamais entendu un homme me dire écoutez, ma femme m'a dit d'arrêter à 60 ans. En général, c'est comment faire pour justement pour tordre le cou au statut pour pouvoir rester jusqu'à 65, 70, 75. Voire 80 ans. Écoutez, chaque âge ses plaisirs et je pense que là, il était temps aussi qu'on puisse faire d'autres choses ensemble. Et c'est un métier, comme vous l'avez dit, très international. Donc, je passe un peu mon temps à courir la planète. Et donc, il y a un âge pour tout. Il y a un âge pour tout. Alors, je le disais, les terres rares, c'est vraiment les matériaux critiques. Vous m'avez repris lorsqu'on s'est vu juste avant l'interview en me disant non, mais justement, les terres rares, nous, on n'en a pas. C'est des matériaux critiques. On parle des Raw Material Act. Mais nous, on a le sentiment que c'est la géopolitique, la guerre commerciale, voire la guerre tout court, du reste, auquel nous assistons. Elle se fait en fonction de qui possède quoi dans les matériaux critiques, voire dans les terres rares. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite explication de texte? Alors déjà, différence terres rares, métaux critiques. Les terres rares, c'est une catégorie de métaux. Il y a 17 métaux qui sont classifiés terres rares, qui ne sont pas rares du tout d'ailleurs, parce qu'il y en a partout sur la planète. Simplement, ils sont en quantité très faible dans le sol, et donc leur extraction est très complexe. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de pays avaient arrêté de les extraire. Les métaux critiques, et d'ailleurs l'Europe a une liste de métaux critiques, ce sont des métaux qui sont critiques pour un certain nombre de chaînes de valeur que l'on considère stratégiques en Europe, soit pour la défense, les batteries, etc., les aimants permanents ou autre chose. Et donc, dans ces métaux critiques, il y a, par exemple, les métaux de la transition énergétique, dont le nickel, le lithium que nous fabriquons. Et donc, nous sommes positionnés sur les métaux critiques. Maintenant, par rapport à votre question sur la géopolitique, c'est vrai que... Parce que c'est vraiment, on a l'impression que c'est les Chinois qui détiennent les clés de cette bataille-là. Alors, les Chinois, comme vous savez, ils planifient leur économie et ils ont compris depuis très longtemps qu'il fallait avoir des chaînes de valeur complètes. Et donc, ils veulent maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et quand les métaux sont importants dans une chaîne de valeur, ils veulent remonter jusqu'à la source, c'est-à-dire la mine. Ça fait 20 ans qu'ils investissent massivement sur les
les 20 dernières années, la Chine a investi plus de 230 milliards en dehors de la Chine, de leur pays, dans les métaux, dans les mines, en dehors de Chine. Et rien qu'en 2023, c'était 20 milliards. Donc, des investissements massifs pour maîtriser la chaîne de valeur. Ils ont été les premiers à le faire et ils ont pris des positions en Amérique latine, en Afrique, dans tous les pays critiques pour ces métaux. Les États-Unis se sont réveillés il n'y a pas très longtemps. Ils essayent de rattraper le retard. Alors, ils le font un peu à la manière de Trump actuellement, c'est-à-dire avec des méthodes je dirais, pour faire des deals. Hein. Donc, j'échange de l'aide militaire contre des matières premières. Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple en Ukraine. Ça a été fait en Ukraine, c'est fait en ce moment en République démocratique du Congo, où il y a un accord aide militaire contre matières premières critiques. C'est fait dans d'autres pays du monde. Donc les États-Unis mettent la surmultipliée pour rattraper leur retard. Et donc il est important que l'Europe ne reste pas en retrait. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup d'avance dans ce domaine-là. Et des entreprises comme Eramet, nous, c'est notre rôle de sécuriser aussi ces matières critiques dans les zones où la géologie les a mis, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas où sont les matières, il faut aller là où la nature les a mises. Oui, d'où l'Indonésie, d'où l'Argentine. Absolument. D'où le Gabon, d'où le Sénégal. Ouais, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Chine, en fait, elle tient les racines de la production industrielle, de l'industrie, non Aujourd'hui, la Chine raffine sur la plupart des métaux entre 70% et 90% des métaux. Des métaux critiques et globalement sur la production de métaux, même sur les métaux de base, c'est en général aux alentours de 60%. Donc en fait la Chine effectivement est dominante sur ces métiers-là, mais je dirais ça n'est pas c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'ils ont des prix de l'énergie bien meilleurs qu'ailleurs, c'est pas parce qu'ils ont plus de matières premières sur leur territoire que d'autres pays, ils en ont plutôt moins, mais c'est parce qu'ils ont pris ces chaînes de valeur au sérieux et ça fait des années qu'ils cherchent à les sécuriser. Donc effectivement, ils ont pris beaucoup d'avance dans la sécurisation des chaînes de valeur métallurgiques. Et l'Europe, de ce point de vue-là, on est à moi j'allais dire à la ramasse, on est très en retard. L'Europe est assez en retard, effectivement. L'Europe a parié très longtemps sur un monde ouvert, libre et fluide, et en se disant qu'on achèterait finalement les métaux là où ils sont produits, en Chine, par exemple. Bon, maintenant, on voit que le monde se régionalise et qu'il est donc important de faire des accords. Il ne faut pas rêver, la géologie n'a pas mis beaucoup de métaux en Europe, donc on peut en extraire une partie, on n'extraira pas beaucoup sur notre sol. En revanche, on peut faire des accords avec d'autres pays, des accords commerciaux, des accords diplomatiques pour s'alimenter en métaux et avoir des chaînes de valeur souveraines. Christelle Bory, vous étiez, et nous aussi, à Versailles, pour Choose France, vous participiez à une table ronde sur justement les matériaux critiques. Ça montre que quand même, il y a une prise de conscience que c'est critique, que c'est essentiel aujourd'hui. Il y a clairement une prise de conscience. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tables rondes. Absolument, il y a une prise de conscience en France, clairement. Il y a une prise de conscience en Europe. On a un Critical Raw Material Act en Europe. Donc ça montre bien qu'il y a une liste de métaux critiques. Donc la prise de conscience est là. Oui, j'ai envie de dire, une fois qu'on a une liste, maintenant c'est un peu insuffisant. Maintenant, ce qui n'est pas encore là, ce sont tous les outils, et notamment les financements, pour développer ces chaînes de valeur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de financements pour faire soit de l'extraction, soit du processing de matières premières en Europe, mais il n'y a pas de financement disponible justement pour le faire ailleurs dans le monde, là où en fait beaucoup des matériaux se trouvent. Oui. C'est un peu tout le paradoxe, c'est une problématique qu'on retrouve sur d'autres secteurs, un peu la problématique européenne. Et vous avez trouvé des financements à Versailles ?
On n'allait pas à Versailles pour trouver des financements, mais c'est un lieu où on rencontre beaucoup d'acteurs, et notamment de la transition énergétique, qui veulent investir en Europe ou qui veulent s'alimenter auprès de nous. Et donc, ça nous a permis de prendre contact avec des gens avec lesquels on travaille. Vous avez, depuis que vous avez pris les rênes d'Eramet, vous avez fait un changement quand même très significatif, hein, un repositionnement, on peut dire ça comme ça, d'Eramet important. Vous n'êtes pas complètement, mais presque sorti de la Nouvelle-Calédonie, parce que chaque fois qu'on disait Eramet, on pensait au nickel avec la SNL de Nouvelle-Calédonie. Là, vous y êtes quasiment plus. Et vous vous en réjouissez lorsque vous voyez les difficultés politiques, non? Aujourd'hui, on n'est plus exposé économiquement au nickel calédonien, puisqu'on continue à accompagner industriellement la SLN. Mais en revanche, aujourd'hui, on ne finance plus les activités calédoniennes, donc qui sont financées par l'État, le temps de trouver une solution aux problèmes calédoniens. Ouais. Et donc, le mouvement stratégique que vous avez fait opérer à Eramet, aujourd'hui, il porte ses fruits avec l'ouverture et la production, la mise en production de cette énorme investissement. Je crois de mémoire, c'était 700 millions de dollars en Argentine, le rachat de cette mine de lithium. Il y a aussi l'Indonésie. Vous avez choisi de vous spécialiser sur tous les matériaux à haut potentiel, en fait. Alors, en fait, quand je suis arrivée, Eramet était effectivement une entreprise très, très différente d'aujourd'hui. C'était une entreprise très axée sur la transformation des métaux, assez peu robuste financièrement, très française, et qui n'avait pas du tout pris le virage de la transition énergétique. Elle avait une particularité, c'est d'avoir des gisements exceptionnels, mais qu'elle n'exploitait quasiment pas. Donc, la transformation stratégique que j'ai faite, c'est de sortir des activités de transformation des métaux et de réinvestir massivement dans la mine. Dans la production. Les métaux de la transition énergétique. Donc, d'où les métaux que vous mentionnez. Donc, le manganèse, on est devenu le premier producteur de manganèse avec 15%. Donc, la plus grosse mine de manganèse au monde est opérée par nous au Gabon. Ça fait 15% de la production mondiale de manganèse. Donc, on a doublé la taille de cette mine. On a ouvert le gisement en Indonésie, plus grande mine de nickel au monde. On a ouvert le gisement de lithium en Argentine, très gros gisement, et l'usine est en train de monter en puissance aujourd'hui. Et puis, on a doublé notre exposition à notre mine de sable minéralisé, zircon, titane, au Sénégal. Donc, en fait, un mouvement stratégique majeur pour faire d'Eramet une entreprise minière de la transition énergétique. Et comme toutes ces mines sont très bien positionnées dans la courbe de coût, et ben Eramet maintenant est beaucoup plus robuste financièrement, beaucoup plus international aussi, et avec beaucoup plus d'opportunités de développement, puisque ce sont des métaux qui se développent assez rapidement. On reviendra sur la transition énergétique. Et en plus, il faut dire que vous étiez, Eramet avant vous était empêtré dans des histoires familiales, dans des histoires capitalistes extrêmement compliquées, que maintenant, au moins de ce point de vue-là, ça a été rationalisé là aussi. Une question, comment est-ce qu'un groupe français a réussi à acheter, le Gabon, c'est presque historique, non? Comment vous avez réussi à acheter la plus grosse mine de nickel en Indonésie, par exemple, ou en Argentine? Parce que petit groupe français par rapport aux géants du métier? Alors, on ne les a pas achetés, on les a trouvés, en fait. Il y a de l'exploration qui est faite par nos géologues. Et ce sont des gisements, le gisement indonésien et le gisement argentin, qui ont été repérés par nos géologues. À l'époque, Eramet avait acheté les concessions, mais c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ça a été fait il y a assez longtemps. Mais ces gisements n'avaient jamais été mis en exploitation. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est de les mettre en exploitation et de développer leur potentiel, et qui est majeur. Puisque, encore une fois, ce sont parmi les plus grandes et les meilleures mines au monde, puisque toutes nos mines sont positionnées dans le premier quartile de la courbe de coût, donc les meilleures positions de coût du secteur, et ce qui nous protège des bas de cycle, ce qui est quand même la spécificité de notre industrie, c'est d'avoir des cycles. Et donc, même quand on est en bas de cycle, aujourd'hui, Eramet est beaucoup plus robuste financièrement qu'elle ne l'était dans le passé. Donc, Christelle Boré, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que
c'était dans le portefeuille, si j'ose dire, d'Eramet. C'était dans la corbeille, mais vos prédécesseurs, ils n'ont jamais exploité, quoi. Enfin, ça n'a jamais été développé. Ouais. Donc, je dirais, j'ai eu la chance de trouver ces beaux gisements dans le portefeuille. On en développe d'autres. Hein. On fait de l'exploration. On a acheté depuis une concession au Chili qu'on voudrait aussi développer. Donc, on prépare l'avenir. Mais dans la mine, les gisements que l'on acquiert aujourd'hui, que l'on trouve aujourd'hui, seront en production dans 10 ans. Hein. Et il faut ce temps-là pour développer un gisement. Il y a beaucoup de permis, il y a beaucoup d'études environnementales. Ouais. Il faut faire les choses correctement. Et c'est l'autre transformation, d'ailleurs, qui est importante et dont je voudrais parler. C'est vraiment ce virage vers la mine responsable. J'ai mis la RSE au cœur du modèle d'Eramet quand je suis arrivée. Et ça, c'est extrêmement à la fois porteur. C'est un côté un petit peu antinomique, vous voyez ce que c'est justement pas antinomique et c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la mine responsable, ça existe. On a une très mauvaise image et beaucoup en France. Hein, on est resté sur nos lectures de Zola. La mine, l'exploitation de l'eau. Non, donc, mais pas que. Lorsqu'on voit des images. Il y a des mines artisanales, exactement, qui ne font pas le travail correctement. Mais la mine responsable, ça existe. Nous nous attachons à faire de la mine responsable et à faire en sorte d'apporter du bien-être aux communautés autour de nous. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus le droit d'opérer. Et pour faire de la mine aujourd'hui, pour attirer les talents, pour retenir les talents, et c'est vraiment le centre de la raison d'être du groupe. Et ça, c'est une autre transformation très profonde d'Eramet qui fait que ce groupe reste attractif aujourd'hui, bien qu'étant dans un métier qui pourrait paraître pas si attractif que ça. Et puis, il a fallu faire une transformation managériale. Le groupe est beaucoup plus international aujourd'hui. D'où la nomination de ce directeur général qui n'est pas français. Le meilleur symbole, c'est que mon successeur ne sera pas un Français. Oui, enfin, vous restez présidente quand même. Je reste présidente. Combien de temps? Mais le directeur général, au moins pour un mandat, puisque je devrais être réélue donc lundi prochain pour un mandat de 4 ans, à la présidence du groupe. Juste encore 2-3 petites questions. Puisque vous avez dit, si on prend la mine de nickel en Indonésie, comme vous dites, c'est des concessions. Même au Gabon, c'est des concessions. Il n'y a pas un risque d'expulsion. Maintenant, vous en avez fait la première mine d'exploitation du nickel, ou alors au Gabon, où on sait que d'être français, on n'a pas forcément bonne presse. Il n'y a pas un risque d'expulsion, d'expatriation? D'abord, les concessions ont des durées de vie plus ou moins longues. En Argentine, c'est une concession à vie. Au Gabon, c'est une concession qui est sur 30 ans, renouvelable, le droit, etc. Parfois, après, vous avez raison, on est toujours à la merci d'une nationalisation ou d'une expropriation. Et c'est pour ça que je pense que la RSE est aussi importante. Quand vous apportez du bien-être, donc au-delà des impôts, les industries extractives sont toujours extrêmement taxées parce qu'on est captif. Nous, on ne peut pas délocaliser. Une mine, ça ne se délocalise pas comme une usine. Donc ça, les pays le savent et taxent beaucoup les industries extractives. Mais ça ne suffit pas de beaucoup payer d'impôts. Il faut aussi apporter, encore une fois, du bien-être aux populations et des infrastructures autour de nous, de la santé, de l'éducation. Et c'est ce que l'on fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment une protection. C'est-à-dire que quand les populations disent à leur gouvernement, mais nous, on est beaucoup mieux avec eux que sans eux, c'est une vraie protection. Ça n'est pas une protection contre tout, mais ça aide beaucoup. Vous avez dit que vous mettez dans les matériaux qui sont utiles à la transition énergétique, et en même temps vous avez décidé de mettre sur le mode pause votre projet de recyclage de batteries à Dunkerque. C'est pas un peu contradictoire, non? Alors ça n'est pas contradictoire, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut des chaînes de valeur complètes. Le recyclage, ça s'inscrit dans une chaîne de valeur, et c'est même à la fin. Donc ce qu'il faut, c'est des choses à recycler, donc des batteries usagées. Comme on en est tout au début du véhicule électrique, il n'y a pas beaucoup de batteries usagées à recycler. Il faut éventuellement donc des déchets de production des usines qui fabriquent des batteries. Comme les usines qui fabriquent des batteries en Europe, elles ont beaucoup ralenti leur production. Les gigafactories sont soit en grande difficulté ou en moyenne difficulté. Il n'y a pas beaucoup non plus de déchets disponibles. Donc en fait, on n'aurait pas eu beaucoup d'alimentation pour cette usine. Et puis en fait, on n'a pas de clients aujourd'hui, puisque les étapes qui sont après nous, c'est pas directement la batterie, ce sont les chimistes
chimistes qui font les précurseurs et les matériaux pour cathode. Et là, il n'y a pas d'usine en Europe aujourd'hui et pas en France sur ces étapes-là. Donc, on aurait une usine de recyclage aujourd'hui. On devrait vendre nos produits en Asie, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Donc, on l'a mis sur pause. La technologie existe. Il y a de la place pour le recyclage. Il faudra recycler. Eramet s'est engagé à le faire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de business model. Il n'y a pas de quoi. Décidément, Dunkerque, c'est difficile. Est-ce que vous croyez dans les batteries au lithium ? Ah bah, de toute façon, la voiture électrique, aujourd'hui, les batteries au lithium, toutes les batteries sont au lithium. Oui. Elles sont soit avec ce qu'on appelle des cathodes NMC, soit des LFP, c'est des chimies LFP, oui. différentes de batteries. Dans tous les cas, il y a du lithium. D'accord, mais je pensais à LFP qui est en train de prendre le dessus. Est-ce que LFP veut dire lithium fer phosphate. Donc en fait, il y a beaucoup de lithium dans ces batteries-là. Et laquelle aujourd'hui, vous paraît la plus adaptée, peut-être écoutez, aujourd'hui, parce qu'il fallait produire beaucoup de batteries pas trop chères, les LFP, qui sont moins chères, mais ont une moins grande densité énergétique, ont pris beaucoup de parts de marché. Aujourd'hui, elles ont pris 80% du marché en Chine. Au niveau mondial, c'est à peu près la moitié. Ouais. Quand on écoute le plus grand fabricant de batteries mondial, qui est CATL, qui est un Chinois, lui, il dit qu'en termes de projection, il voit à peu près 50-50 entre les batteries LFP et les batteries NMC, qui sont toutes des batteries au lithium et pour l'avenir. Comment vous expliquez que le cours du lithium baisse plutôt? Comment vous l'expliquez? Ça, c'est les phénomènes que l'on connaît bien dans les commodités, c'est-à-dire que même si la demande de lithium est extrêmement soutenue, c'est ça qui est paradoxal. 20-25% par an, donc chaque année, là on est passé en quelques années, en 3 ou 4 ans, de pratiquement 0 à 1,5 million de tonnes. Donc 20% par an, ça veut dire qu'on doit créer un Chili à peu près par an. Donc c'est énorme en termes de production. En revanche, il y a eu beaucoup de projets qui ont démarré. Il y a momentanément une suroffre. Et dans un marché de commodités, même si vous avez 4 ou 5% de suroffre, c'est la dernière tonne qui fait le prix. Et aujourd'hui, les prix sont bas. Mais pour nous, c'est une situation temporaire. Oui. Et le prix du lithium devrait remonter dans les prochaines années. Est-ce que vous croyez qu'il y a des terres rares, des matériaux critiques au Groenland, au Canada, et c'est d'où les velléités de Donald Trump? Il y a des matières premières critiques au Groenland et au Canada, lesquelles, bien sûr. Il y a des matières énergétiques, il y a du nickel, il y a du titane. Enfin bon, donc il y a des matières qui sont intéressantes, clairement. Et effectivement, vous pourriez y aller, vous, Eramet, ou pas? Nous, on regarde, vous avez vu qu'on est dans des territoires différents. Là, on fait de l'exploration au Chili, on a acheté des concessions au Chili. Oui, mais on a plus dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, c'est vrai, mais il n'y a pas de raison de ne pas y aller. C'est que simplement, aujourd'hui, quand on regarde le Canada et l'Australie, qui sont les grands pays miniers historiques du monde occidental, ils ont quand même été largement exploités. Il y a déjà des mineurs qui ont des positions fortes. Donc les nouvelles frontières, je dirais, ce sont plutôt soit l'Afrique, soit l'Amérique latine, soit l'Indonésie. Quelque part, vous dites que Donald Trump, avec, comme vous dites, ces méthodes un peu particulières, il a raison, il a compris, lui, l'enjeu derrière. Il a compris l'enjeu. Oui. Et d'ailleurs, les matières premières ne sont pas taxées. Il n'y a pas eu de tarifs sur les matières premières, parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas les faire relocaliser chez lui et qu'il en a besoin. En revanche, la méthode est critiquable. Oui. Non, ça c'est sûr, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on ait. À votre avis, la prochaine grande bataille, c'est sur quel matériau? Vous avez, comme tout le monde a besoin de booster, et notamment en Europe, la défense. Il y a tous les matériaux qui sont nécessaires à la défense. Et il y a toute l'électrification. Donc on a parlé de transition énergétique. L'électrification réclame beaucoup de matériaux. Le lithium, on en a parlé. C'est plus 20, plus 25% par an. Il y a le cuivre qui est nécessaire partout. Dès qu'on parle d'électrification, on parle de cuivre.
cuivre et on va avoir besoin de beaucoup de cuivre. On a besoin de beaucoup de nickel, parce que le nickel est aussi un métal. Quand on regarde, le métal qui a le plus cru dans les 20 dernières années, c'est l'acier inoxydable, dans lequel il y a du nickel. Parce qu'en fait, l'acier inoxydable, vous en avez absolument partout. Un réfrigérateur, une machine à laver, une automobile, un avion, il y a de l'acier inoxydable dedans. Et donc ce sont des métaux qui continuent à croître très très vite avec le développement économique. Et donc, on va avoir besoin de ces métaux. Et c'est pour ça que je pense qu'Eramet est particulièrement bien positionné maintenant pour bénéficier de toute cette croissance. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements en perspective pour votre successeur, oui et non, parce que vous restez à la tête, mais vous ne serez plus à la direction opérationnelle. Je reste à la présidence, mais effectivement, nous aurons un nouveau directeur général, qui est d'ailleurs a une grande expérience minière. C'est évidemment très important pour le groupe. Castellari, on n'a pas dit son nom, c'est Paolo important. Castellari, qui donc est brésilien, a fait toute sa carrière dans la mine, connaît très bien nos métaux, a les mêmes valeurs que nous en termes de RSE. Donc, je pense qu'il y a deux missions. La première, c'est que moi, j'ai fait une grosse transformation, j'ai développé beaucoup de gisements, etc. Maintenant, il faut, je dirais, les valoriser, en tirer, je dirais, tout le potentiel. Et donc là, il y a un vrai travail d'excellence opérationnelle, de dégoulottage, etc., pour en tirer le plein potentiel. Et puis, il y a effectivement préparer la croissance de demain. Et donc, comme je le disais, on a tout un portefeuille d'options dans le lithium, au Chili, mais pas que. On a parlé de la France, du lithium géothermal. Il y a tout un portefeuille de nouveaux projets dans le lithium et dans le nickel pour batterie qu'il faudra développer. Donc, ce sont les deux axes, je dirais, de travail de mon successeur. Christelle Bory, juste pour finir, vous savez, en ce moment, il y a tout un cycle de négociations entre les partenaires sociaux, notamment autour de l'index égalité femmes-hommes. Il y a un peu des réticences, ça coince un peu du côté du patronat qui dit « Oh là, ça va être encore des contraintes ». Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis déçue de voir que rien ne bouge. Voilà, on n'est pas arrivé à faire bouger les lignes autant qu'on ne le pensait. Moi, quand j'ai commencé à travailler assez jeune, je trouve qu'en 40 ans, ça a pas bouger autant que ça. Donc, il va falloir quand même qu'on trouve des moyens pour faire bouger ces lignes. Alors, c'est vrai que on n'aime pas beaucoup les quotas parce que ça nous contraint, etc. Mais d'un autre côté, ça a le mérite de faire bouger les lignes, quelquefois. Donc, il faut qu'on s'organise pour le faire de façon intelligente. Mais la diversité a beaucoup de vertus. Pas seulement la diversité hommes-femmes. Nous, on a beaucoup poussé la diversité en termes de nationalité. Ça apporte des approches différentes et je pense qu'il faut qu'on s'améliore sur ce sujet et toute mesure, même un peu contraignante mais intelligente sur le sujet, je pense que ce sera les bienvenus. Merci beaucoup. Message de fin, justement, Christelle Bory, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Toujours très, très intéressant. Et puis donc, le 26 mai, sera la présidente, Christelle Bory, présidente d'Eramet. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez les experts. La grande interview sur BFM Business.